Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, en plus de nos chroniques habituelles, nous vous proposons un dossier spécial, l'industrie des tournois de golf au Québec. Une bonne excuse ou une bonne cause? Également au programme, une rencontre avec le Suédois Jonas Blixt, joueur recru l'an passé sur le circuit PGA Tour qui a remporté une victoire et qui a préféré le golf au hockey. Une rencontre également avec Diane Dunlop-Hébert. 1 an à la présidence de Golf Canada, on fait le bilan de son mandat. Chaque année, des milliers d'amateurs de golf du Québec prennent part à des événements d'entreprises ou d'organismes et c'est souvent dans le but d'appuyer une cause. Pour les clubs de golf, l'organisation de ces événements représente une source de revenus fort appréciable, mais elle ne serait plus ce qu'elle a déjà été. Qu'en est-il de l'industrie des tournois de golf au Québec? Bien, disons que d'année en année, on a toujours un renouveau à faire au niveau de nos événements corporatifs. Sur 100 on a toujours 85 qui revient et on doit se travailler sur le 15 sans dire qu'on ne travaille pas sur le 85. Peut-être l'avantage que nous, on a, c'est qu'ayant plusieurs propriétés, on est capable de leur offrir différents produits, que ce soit à Tremblant, que ce soit à Saint-Jérôme, que ce soit ici dans la région de Blainville avec Fontainebleau et ou Ilsmer à Sainte-Dorothée. Je dirais que dans les dernières années, ça diminue un petit peu, mais je pense que ça va aussi avec l'économie. On ne s'en cachera pas, le golf, c'est comme toutes les autres industries. Si ça a descendu un petit peu dans les autres industries, j'imagine que je n'ai pas fait le survey, mais dans les restaurations, etc., ça a dû diminuer toujours un petit peu. L'industrie des tournois de golf au Québec se porte très bien. On a remarqué, par contre, dans les dernières années, ce qui arrive beaucoup, c'est fréquent, c'est qu'il y a beaucoup de fusions qui se font maintenant dans les tournois de golf. C'est beaucoup plus facile au niveau de la commandite, des inscriptions, puis le côté organisationnel. C'est sûr que dans les années à venir, au niveau fiscal aussi, au niveau des compagnies comme telles, les compagnies font plus attention, organisent un petit peu moins d'événements. Je vous dirais que souvent, des compagnies organisaient comme 2, 3, 4 événements pour leur compagnie. Maintenant, ils en organisent peut-être 1 ou 2, ce qui fait que tout le monde s'en ressent un petit peu. Autant au niveau gouvernemental, comme je parlais tantôt, autant présentement avec, exemple, la Commission Charbonneau qui joue un rôle important dans ça, parce qu'il y a de l'entertainment et le monde sont un petit peu plus craintifs à participer à beaucoup d'événements corporatifs ou d'événements de fondation durant une saison. Alors, vont se limiter à peut-être 3 ou 4 dans la saison, au lieu de peut-être participer à 7, 8, 9 événements corporatifs durant l'été. Dans l'industrie du golf québécois, on fait souvent référence à l'annulation des déductions fiscales et à la Commission Charbonneau pour expliquer une participation à la baisse. Si l'on ajoute à cela le ralentissement économique, l'endettement des particuliers et le vieillissement de la population, les dirigeants des clubs de golf doivent faire des pieds et des mains pour trouver des solutions. Mais on se doit d'être créatif au niveau peut-être des organisateurs de tournois pour les inciter. Des fois, c'est des fondations, donc les fondations peut-être leur remettre un petit peu plus de certificats pour pouvoir, lors des encans, le soir, ramasser un petit peu plus d'argent. Parce que ce qui est important pour eux autres lors d'un événement corporatif, c'est de ramasser le plus de sous possible pour leur fondation. C'est sûr qu'en 2013, là, il faut absolument changer notre façon de penser en tant que gestionnaire d'un club de golf. Il faut absolument créer le plaisir. Le client, maintenant, dans un tournoi de golf, il veut du plaisir, il veut se décharger de tout le côté organisationnel et il faut rendre ça agréable. Donc, le client, lui, qui vient, qui participe au tournoi de golf, généralement, cette personne-là, c'est un golfeuse occasionnel. Donc, 1, 2, 3 fréquences dans l'année. Ce qu'il veut, c'est avoir du plaisir. S'il y a du plaisir, c'est sûr qu'il se réinscrit l'année prochaine. Alors, il faut cerner exactement quel type de tournoi et qu'est-ce qu'ils veulent dans le tournoi. Souvent, les gens nous demandent, on leur demande la priorité. C'est quoi votre priorité? Si c'est le temps de jeu, alors là, il faut faire attention au nombre de joueurs qu'on accepte dans le tournoi. Si pour lui, son temps de jeu est plus ou moins nécessaire et pas si important que ça, alors là, on peut augmenter les activités, on peut augmenter le nombre de membres, ou le nombre, pas le nombre de membres, mais le nombre de personnes qui jouent. Alors là, ça diffère beaucoup d'un tournoi à l'autre. Alors, pour que, justement, ça soit plus agréable pour tout le monde, c'est de bien cerner les besoins de chacun. Daniel Cazat pour Au 19e.
Les amateurs de hockey se souviennent de Sergio Momesso qui a débuté sa carrière avec le Canadien en 1985. Par la suite, il a porté les couleurs de 6 équipes de la Ligue nationale. À la retraite, il a développé son talent au micro de la station CJAD et sa passion pour le golf. Bien, justement, quand j'ai commencé avec les Canadiens, tu es invité à beaucoup de tournois durant l'été. Puis ça a commencé avec des sponsors puis tout le monde, puis j'ai commencé à aimer ça. Puis je suis une personne que je suis bien avec le monde, puis j'ai du fun à jouer au golf. Puis j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, jouer ces tournois dans l'été. Et après ça, je voulais jouer plus souvent. Et c'est ça que je fais maintenant. J'essaie de profiter l'été. Mes fosses, c'est plutôt... je ne frappe pas loin pour un gars assez grand, mais peut-être... j'ai appris après les années, je pense comme tous les golfeurs, c'est pas si tu frappes ça loin, c'est dans le milieu. Alors je vais frapper moins fort, puis essayer de jouer mes fosses en tour du green, puis au lieu d'aller le plus loin possible. Ben, peut-être pas ma game. C'est sûr que je suis un 9 handicap. Quand tu joues 75, 74, c'est mon meilleur score. Mais je pense que quand j'ai joué au Sherwood Country Club en Californie, c'était un des plus beaux terrains que j'ai jamais joué. C'est ça, peut-être des fois, on a l'avantage de jouer des belles terrains. Puis, c'est ça, en Californie, j'ai eu la chance de jouer là-bas avec des joueurs, Red Hawk. Puis quand j'étais avec Saint-Louis, alors c'était fun à jouer ces places-là. Je pense que j'aimerais jouer avec Michael Jordan. C'est un de mes joueurs préférés à garder. Un super vedette de basketball. Puis je suis juste un amateur de golf. En 1963, il y a donc 50 ans cette année, Jack Nicklaus remportait le tournoi des maîtres pour la première fois de sa carrière. Voici notre question piège cette semaine. Combien de fois en carrière Jack Nicklaus a-t-il remporté cette prestigieuse compétition? Voici les choix de réponse. Choix A, 4 fois. Choix B, 5 fois. Choix C, 6 fois. La réponse au retour de la pause. Notre question piège cette semaine, combien de fois est-ce que Jack Nicklaus a remporté le tournoi des maîtres en carrière? La réponse, 6 fois. Il s'agit bien entendu d'un record. La dernière fois, en fait, qu'il a remporté la victoire, c'était en 1986 et ça demeure probablement la plus célèbre de ses victoires, alors qu'il a effectué une spectaculaire remontée pour gagner avec une priorité d'un coup. Il a inscrit un score de 30 sur le 9 de retour avec un aigle au 15e et des oiselets au 16e et au 17e. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Éric, ma balle est dans un hasard latéral piquet rouge. Pour nos téléspectateurs, est-ce que c'est 3 ou 5 options quand c'est rouge? Tu as le droit à 5 options. Les 3 options, là, c'est quand c'est un obstacle frontal piquet jaune. Exactement. Parfait. Parle-moi donc des 5 options. Bien, comme tu sais, tu as les mêmes 3 options qu'un obstacle frontal. Donc, tu peux toujours jouer la balle à cet endroit-là. Ensuite, du point d'entrée en direction avec le drapeau, tu peux reculer aussi loin que tu veux. Tu peux toujours rejouer de l'endroit précédent. Tes 2 nouvelles options sont du point d'entrée, prendre 2 longueurs de bâton sans t'approcher du trou, ou un point équidistant de l'autre côté du lac. Mes deux bâtons de l'autre côté. 2 longueurs de bâton aussi. Parfait. C'est un peu risqué. Je vais prendre mes 2 bâtons ici de ce côté-ci. Attention. Et là, si advenant le cas, je laisse tomber la balle au mauvais endroit. Est-ce que je suis pénalisé? Tu n'es pas pénalisé tant que tu n'as pas joué le coup. Okay. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est de reprendre un allègement. Après ça, tu pourras exécuter ton coup. Parfait. La balle est en jeu. Pas un coup facile, ça. En février 2012, la Montréalaise Diane Dunlop-Hébert s'est vue confier la présidence de Golf Canada pour un mandat d'1 an. Elle succédait à Karen Rackle, première femme à être élue présidente de l'organisme.
Lorsque Mme Dunlop-Hébert fait un bilan de son œuvre, sa plus grande fierté est d'avoir réussi à ouvrir un dialogue entre les nombreuses associations afin d'accroître la participation sur nos terrains de golf. Avec plus de 63 associations qui travaillent dans le golf au Canada, il y a intérêt à collaborer et puis vraiment, on pourrait être plus efficace. Et puis la session de travail, ça nous a permis de voir qu'on avait vraiment les mêmes intérêts à travailler en concertation. Depuis quelques années, Golf Canada a implanté quelques programmes en vue d'attirer les jeunes et les familles sur les terrains de golf. Ça reste pour moi toujours les initiatives comme le golf en milieu scolaire. Et puis au mois de septembre, nous avons lancé le programme Golf en milieu scolaire pour les écoles secondaires et les cégeps. C'est ces initiatives-là, maintenant on est dans plus de 1700 écoles à travers le pays, c'est ces initiatives-là qui vont porter fruit à la longue. Durant le mandat de Mme Dunlop-Hébert, le manque à gagner dans les coffres de Golf Canada a été diminué de quelques 2 millions de dollars et l'équilibre financier a presque été atteint. Cela n'a pas empêché l'organisme de débloquer un budget supplémentaire de 20 000 pour Golf Québec afin de donner aux jeunes du programme Golf dans les écoles l'accès à de vrais parcours. Quand on visite les clubs de golf, on leur donne les écoles dans la région qui font partie du programme Golf en milieu scolaire. Alors, on leur donne les opportunités de les contacter, ces écoles-là, puis faire application à Golf Québec pour recevoir de l'argent pour défrayer les coûts associés à ce que ces élèves-là soient capables de pratiquer sur du vrai gazon. Je suis très fière de dire que le Québec donne l'exemple. Ce qui a été fait avec la Fédération québécoise de golf est extraordinaire. Les autres provinces commencent à prendre les informations. Et puis oui, je crois que ça va faire une vague importante dans l'industrie. Daniel Cazard pour Au 19e. I think we're just hard-working people, and if we love something, we just keep on grinding and trying to achieve the goals we got. No, there's really no explanation to it. I think, I mean, we're very fortunate that we live in a country where a lot of people are able to play golf. It's not a really high-income sport over there. There's a lot of golf courses that are where you can play a lot of golf, and a lot of juniors are able to get into junior programs and try the game, and a lot of them fall in love with it. So, I mean, everything changed. Everything from traveling to the people you play against, the media around it, the people around it. It's a huge difference. It was kind of overwhelming in the beginning. It took a little while to get used to it, and it's getting better. I didn't develop too well in hockey, so I had to go with golf. I love the sports equally as much. Sometimes I wish I was a hockey player. That would have been awesome. I'd probably have less teeth if I did, but yeah, absolutely. I kind of proved myself that I can win, and it was a great achievement for myself. It was a big goal I set up, and I'm very happy I reached it. And now I feel like I can hang with the big guys. I want to get into the top 50 in the world so I can play the really big tournaments, and I want to win again. It was a great feeling. It was a lot of fun. So. That's what we're trying to do every week. Je donnerais un 100 $ pour peut-être une couple de leçons, le short game, chipping puis le putting. Et un autre 100 $ pour, je pense, un bon fitting, un bon ajustement de bâton. Le son, définitivement. Enseignement, le son.
Dans mon cas, moi, ça serait particulièrement les coups d'approche que j'ai perdus au fil du temps. Alors, cette maîtrise-là n'est plus là, mais ça serait définitivement sur l'enseignement pour m'aider à mieux apprécier la game par la suite, puis peut-être faire des miracles. Pour le public en général, j'investirais sur un programme d'entraînement physique avec un instructeur TPI, qui est du Titleist Performance Institute. C'est une avenue qui est de plus en plus développée dans les 10 dernières années. Les gens, on a des limitations physiques, puis c'est ce qui nous permet de ne pas avoir des bons élans de golf simples et efficaces. Je dirais que pour juste 200 $, ça serait des cours sur les coups roulés, apprendre à lire les verres mieux. Parce que je pense que partout dans le golf, on voit les gens qui dépensent des sommes faramineuses pour pouvoir essayer de frapper plus loin, quand on drive juste 14 fois sur un 18 trous. L'amateur a sûrement 3 bonnes leçons avec un espace entre chacune pour pratiquer, faire ses devoirs. C'est le meilleur placement qu'il ne peut pas faire. Puis moi, bien, si je veux voir un professeur qui est encore plus hot aux États-Unis, peut-être ça me coûterait 100 $ de la leçon. Alors 2 leçons avec un professeur, un gourou, une sommité. Une pelle ronde, Richard, pour agrandir les trous, pour améliorer le pointage. Mais je pense qu'absolument, un cours de putting, ça serait profitable dans mon cas. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Lancez votre meilleure saison à vie. Pierre, la semaine dernière, on a parlé d'ajustabilité au niveau des boîtes de départ chez TaylorMade, Cobra, Nike et Titleist. Cette semaine, on continue dans la même veine, cette fois du côté de Callaway, avec le nouveau X-Hot et le Razor Extreme. Les deux sont ajustables, mais le Razor Extreme a une possibilité en plus. Oui, parce que les deux ont 3 positions ouvertes, fermées ou neutres. Mais le Razor Extreme a 2 poids amovibles de 13 et 1 grammes pour 2 trajectoires de balles différentes. Excellent. Shaping, maintenant, on a voulu être discret au niveau de l'ajustabilité. On a voulu que l'embout qui permet d'effectuer les modifications ne soit pas plus gros qu'un embout ordinaire pour garder leur look classique. Le G25 et le Ping Answer, tous les deux offrent une ouverture ou une fermeture d'1 demi-degré. Maintenant, on peut constater, Pierre, que tous les bâtons sont ajustables, tous les bâtons ont d'excellentes technologies, sont donc performants. Mais pour aider les gens à faire le bon choix à la maison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les classer selon les goûts. Alors, si je suis un golfeur conservateur, un puriste, tu me diriges vers quoi? Bien, je te dirais le Titleist 913, Callaway Razor Extreme, Ping Answer, des looks classiques. Si je suis avant-gardiste, à l'inverse? Bien, on ne peut pas manquer le Nike Covert et sa nouvelle technologie et sa couleur rouge. Chez Cobra, on a 5 technologies avec le M-Cell, en plus d'avoir 4 couleurs pour les hommes, 4 couleurs pour les femmes. Maintenant, si je suis un golfeur qui porte une attention particulière au niveau du son? Bien, si on prend comme référence le Titleist 913 pour le son, on va avoir le R1 de TaylorMade, le Nike Covert et le Ping G25 qui ont des sons un petit peu plus aigus. OK. Si j'aime quand la tête est lourde avec le bois de départ? Les deux de TaylorMade, le R1 et le RBZ Stage 2, ils ont mis une tige plus légère justement pour sentir plus la tête. À l'inverse, si j'aime quand le bâton est léger complètement? Bien, je te dirais le Nike Covert, le Callaway X-Hot. Excellent. Il y en a pour tous les goûts. C'est important d'essayer plusieurs modèles pour se trouver celui qui va vous permettre d'atteindre la plus grande distance avec la meilleure trajectoire de balle possible. Merci, Pierre. Plaisir. À la semaine prochaine, tout le monde. Au terrain d'exercice vous est présenté par Ping. Alors, cette semaine, on parle coup d'approche. Avez-vous vraiment la bonne posture? Étant donné que l'on parle de posture, laissez-moi vous donner 3 points importants sur lesquels vous devriez vous concentrer. Premièrement, la répartition du poids. Votre poids devrait toujours être réparti comme suit, 60 % environ sur la jambe avant et 40 % sur votre jambe arrière, mais il n'y a rien de mal à mettre un peu plus de poids sur cette jambe avant. Ensuite, vos mains. Les mains devraient toujours être situées légèrement devant la balle et vous devriez maintenir cette position tout le long de l'élan, donc les mains demeurent en contrôle. Ensuite, vos yeux. Très important de maintenir les yeux derrière la balle et non devant la balle comme il m'est souvent possible de voir un peu partout. Les yeux derrière la balle vous assureront de frapper la balle en descendant. Laissez-moi maintenant vous montrer un exemple concret d'un coup d'approche complètement manqué parce que la position de départ était bonne, mais à l'arrivée, ça s'est compliqué. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, j'ai droit sauter la fosse de sable, donc ça me prend un coup en hauteur un peu. Je pars avec la bonne position, mais par contre, lorsque j'arrive à l'impact, la position a complètement changé, donc le poids est rendu sur la jambe arrière au lieu de la jambe avant et par le fait même, mes poignets essaient de soulever la balle, donc pour passer par-dessus la fosse, ce que ça va occasionner, souvent, c'est un coup complètement manqué ou caloté. En terminant, lorsque l'on parle du jeu court, tout ce que ça prend, c'est un peu d'imagination et soyez assurés que tous les bâtons dans votre sac peuvent être utilisés.
En termes d'accessibilité, le club de golf Continental à Sorel se démarque nettement. Fondé en 1973 par Gérard Matt, l'endroit est maintenant géré par toute la famille et l'académie par les 2 pros de l'AGP, Christian Manègre et son adjoint Benoît Guévremont. L'histoire du club de golf Continental, c'est pas compliqué, c'est 36 trous de golf dans une forêt enchantée, si on pourrait l'appeler ainsi. C'est un terrain qui est très boisé. Donc, il y a un premier parcours qui a été inauguré en 1973 et 20 ans plus tard, en 1993, le parcours Saint-Laurent a vu le jour, signé Richard Fauché. Sur le parcours Richelieu, qui lui est le plus vieux, si on veut, donc les arbres, naturellement des arbres centenaires, des arbres très matures, des allées un petit peu plus larges que le parcours Saint-Laurent. Le trou signature du parcours Richelieu, je dirais sans aucun doute le trou numéro 18, un trou à normal 5 où le départ est surélevé. Donc on a une belle vue panoramique sur ce trou-là. Le vert, pas facile à atteindre en 2 coups, étant donné qu'il est un peu caché à la droite au bout de l'allée. Le parcours Saint-Laurent, le nouveau parcours, est un terrain qui est très étroit, un terrain de type championnat, qu'on pourrait l'appeler. Donc, bordé d'arbres matures tout le long des allées étroites. Les verts particulièrement plats, donc souvent on peut penser que les verts sont faciles à poter, mais il faut y faire attention. Faites les trous numéro 9 et trous numéro 18. 2 trous à normal 5, très difficiles à atteindre en 2 coups. Donc, le long cogneur sera bien servi ici au Club de golf Continental sur le parcours Saint-Laurent. Trou numéro 18, un trou coudé en S, donc le 2e coup très difficile à jouer dans le but d'avoir un bon 3e coup pour atteindre le vert. Et il faut savoir qu'au trou numéro 18 et trou numéro 9, le vert est le même, donc on parle d'un vert d'eau. En plus de la qualité des 2 parcours, ce qu'on retient du Club de golf Continental, c'est son ambiance. Parmi les nombreuses activités organisées à l'interne, on note les vendredis entre amis, une formule qui regroupe les 3 meilleurs ingrédients de golf, c'est-à-dire une clinique de pro, le jeu et un cocktail. Marie-Christine Baudry, au 19e. La semaine prochaine, nous vous proposons une rencontre avec Sarah Maud de Juneau, qui a déjà effectué ses débuts sur le circuit de la LPGA, une jeune Québécoise remplie de promesses. Ce que j'ai appris à l'école m'aide un petit peu dans ma carrière en ce moment. Également, à l'émission, les joueurs vedettes sur le circuit PGA Tour. On aura pour vous des conversations avec Hunter Mahan, Zach Johnson, Matt Kuchar, les stars du PGA Tour. Et on vous raconte également l'histoire des 25 ans du complexe de golf Le Versant, un site unique au Canada. On se retrouve la semaine prochaine au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. BMW, le plaisir de conduire. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal.